Bonjour tout le monde, je suis donc avec Carole, qui est quelqu'un que je croise depuis très longtemps sur LinkedIn, mais ce que je vous propose pour une fois, c'est la fermer, et donc je vais la laisser se présenter elle-même. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans mon bureau, dans mon nouveau bureau, puisque suite à pas mal de travaux à la maison, j'ai récupéré enfin mon bureau, mes dossiers, mon univers, ce qui me permet d'être tout à fait à l'aise pour vous recevoir ce soir. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'est-ce que je peux te raconter, Jérôme, que tu ne saches pas déjà? Je ne sais pas. Bah, je te rappelle qu'on parle pas vraiment à moi, on parle plutôt aux gens qui nous regardent. Donc Oui, peut-être il y que a tu plein de dises un choses que peu, tu ne bah dois tiens, pas à partir de ton savoir PhD. ou que tu dois subodorer. Dis-nous simplement que j'ai une double casquette, celle de linguiste, parce que je suis docteur en sciences du langage, spécialiste de grammaire et d'oral, et que par ailleurs, et d'une façon très mêlée finalement, je fais aussi de l'IA et de l'IA générative, puisque je fais partie de ces vieux de la vieille qui parlent et d'IA et d'IA générative en faisant la différence. Pourquoi l'IA? Ben parce que je suis tombée dedans quand j'étais encore petite d'une certaine façon, puisque quand j'ai voulu faire ma thèse, Ouais. il y a quelques années, je voulais absolument avoir des vraies données. Déjà à l'époque, c'était qu'est-ce qu'ils disent les gens, qu'est-ce qu'ils disent vraiment quand ils parlent entre eux, ou quand ils parlent à des robots, ou quand ils parlent au téléphone. Et donc, comme je voulais avoir des vraies données, des vrais corpus, et abandonner un peu les exempliers de grammaire et de linguistique, eh bien, je suis allée voir un laboratoire d'informatique au Mans, et je leur ai dit, il faut qu'on travaille ensemble avec un espèce de deal un peu sympathique. Je vous aide à vous occuper de vos données et de vos corpus. Je participe à l'évaluation des systèmes d'IA. Et ben, comme ça, je peux regarder les corpus, jouer avec les différentes possibilités de données et les différents systèmes. Et comme ça, j'aurai ma thèse. Voilà comment ça a commencé cette affaire-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de modèles de langage, de grands modèles de langage, de larges language models. Et moi, j'avais déjà des modèles de langage à l'époque, puisqu'il faut savoir, par exemple, et je trouve ça rigolo de le rappeler, que les systèmes de traduction automatique qui sont fondés sur du machine learning et donc sur des apprentissages, on embarque un petit modèle de langage non génératif de la langue cible, donc la source ce qu'on a comme texte, la cible, ce qu'on veut traduire dans une autre langue, et on met dans le système un petit modèle de langage de la langue cible. Pourquoi on l'y met? Ben pour que ça fasse moins figé, pour que à travers cette photo de la langue cible qu'on veut traduire, on arrive à récupérer les idiomes, les expressions les plus courues, comment on traduit certains éléments, est-ce que dans cette langue cible, il y a plus de mots, moins de mots, comment ça se passe tout ça? Et ben, grâce au petit modèle de langage qu'on embarque, on est moins mauvais en sortie. Et D'accord. c'est marrant de savoir qu'il y a des modèles de langage qui sont non génératifs et qui sont pourtant super utiles. C'est Alors, vrai. bon, ok, d'accord. Ce qui m'intéresse justement, c'est toi, t'arrives, tu veux faire une thèse en linguistique et tu rencontres des informaticiens. C'était quoi le gap culturel entre ces deux univers qui, à mon avis, à l'époque, n'étaient pas forcément naturellement connectés ou c'était plus simple? C'était quoi le challenge là-dessus? C'est quoi ça a été quoi en C'était gros à la fois vachement sympa humainement, même si je rigole toujours et que je dis que je leur ai appris à se dire bonjour pour de vrai, vocalement, et arrêter de s'envoyer un mail ou un Slack ou un Mattermost pour dire salut, je suis là. Ça y est, on a Euh, l'attaque habituelle sur les informaticiens. Continue. Vas-y. voilà. Mais à part ça, et c'était très drôle, non, ça a été assez facile parce qu'en fait, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des informaticiens, d'une part, qui étaient suffisamment ouverts déjà sur le langage, puisque le labo au Mans a une équipe de recherche qui s'occupe de traduction automatique, de D'accord. reconnaissance de la parole, c'est-à-dire du sous-titrage, et de reconnaissance du locuteur, c'est-à-dire de savoir qui parle. Donc déjà, c'était des gens, et ce sont encore des gens pour ceux qui y sont restés, qui travaillaient la voix, qui travaillaient la langue, qui travaillaient le texte. En gros, t'étais Donc plutôt la avec bienvenue, quoi. T'étais presque attendu. En gros, tu correspondais, pas bienvenu, mais disons que t'as mené une compétence qui savait manquante, mais qui savait pas identifier en termes de où la trouver. il y a un peu de ça. Et Ouais. puis en plus, ce qui était amusant, c'est que mon directeur de thèse, qui est donc quelqu'un de la septième section, c'est-à-dire un linguiste, avait déjà posé quelques jalons, mais pas du tout de la même façon que moi. Et donc c'était amusant, je pense, pour les collègues de l'époque, de se dire, tiens, tous les linguistes ne sont pas comme Daniel. Et il y en a d'autres. Je connais Euh, quelques linguistes, je crois savoir ce que tu veux Voilà, dire. on n'était pas toujours sur les mêmes principes et la même façon de faire la linguistique, donc c'était assez amusant. D'accord. Et non, il n'y a pas eu de souci parce que finalement, ce qui nous réunissait tous, c'est cette appétence autour du langage et ce côté j'aime les données.
honnêtement, les informaticiens aiment les données. Alors, on en entend parfois certains dire, moi, elles sont moches les données. Alors, Toujours. c'est souvent plus d'ailleurs des product owners ou des... Non, 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 là, Si, non, si, non, non, si. non, c'est pas vrai. Les devs aiment Dans bien la les nature même de du développeur, tout ce qui n'est pas fait par soi-même, que ce soit les données ou le code des autres, c'est de la merde. C'est la vérité. Donc, ouais, Et, ouais. Mais et je t'en est-ce prie, qu'on va continue. parler des noms de variables en toto, tutu, tata, mais dont on dit toujours à nos étudiants qu'il faut mettre un nom clair? Je dirais rien, on a fait pire à mon époque. Mais à mon époque, on avait une époque, ouais, on avait des techniques un peu bizarres pour les noms de variables. Mais on va changer le truc. Mais non, dans le coup, ça n'a pas été compliqué. Ce qui était sympa, c'est qu'on se retrouvait autour des corpus. Ouais. C'est que un truc drôle qui peut peut-être amuser certains de nos auditeurs, c'est que moi, j'ai eu un parcours très très classique avant d'arriver au labo. C'est-à-dire que j'ai fait prépa, hippocagne et cagne, donc vraiment classique, avec une spécialité de latin et de grec. Je suis une grosse traductrice de latin à la base. Et ce qui fait que je suis arrivée là-dedans avec cet état d'esprit de latiniste, c'est-à-dire que j'ai un texte devant moi, on n'y comprend pas forcément tout, mais plus encore que des mots et des déclinaisons à travailler, c'est aussi une structure à C'est retrouver. intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai pas du tout ton même profil. Je suis un pur autodidacte et je me suis intéressé à la linguistique juste en essayant de comprendre comment étaient construites différentes langues. Donc, j'ai pris des cours dans plein de langues différentes. Donc, l'arabe, le japonais, le chinois, le vietnamien. Bon, l'allemand, pour des raisons privées, je maîtrise aussi. Mais toi, dans ce travail justement de linguistique, c'est un peu pour peut-être tout simplement me rendre moins bête. Euh, le, la structure des langues, ça a un impact sur ton travail parce que moi je vois par exemple Oui. l'allemand, c'est le verbe qui est à la fin. Enfin, toutes les langues ont une sorte de caractéristiques. J'ai même l'impression que ça sculpte en partie la manière de penser. Alors, il y a des liens, évidemment, puisque tu as, typiquement, on a des universaux linguistiques et des éléments qu'on cherche tous, quelles que soient nos origines et quels que soient les continents de nos origines, qu'on cherche à exprimer, qui sont à la fois faits du langage, mais aussi des émotions et de ce qu'on cherche à y mettre culturellement parlant. D'accord. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses qui nous rapprochent. L'expression du temps, l'épaisseur temporelle. Hier, j'ai fait quelque chose, demain, je ferai autre chose, et aujourd'hui, je suis dans un état avec toi maintenant. Hum. C'est des choses qu'on a dans toutes les langues. Or, tu as cité les japonais, la conjugaison n'est pas une réalité comme la nôtre. En japonais, on a quand même une langue, j'adore le français, et je ne suis pas Je te pensais pour particulièrement ça. défenseur de tout Hum. et de tout le temps, mais j'aime beaucoup ma langue. Mais c'est vrai que la conjugaison, c'est quand même un peu une tannée. Faut Il n'y a pas que la reconnaître et rendre conjugaison, il y a à aussi César ce qui l'orthographe, hein. appartient à Il y a aussi César. l'orthographe française qui est irrationnelle, hein. Aussi, ça fait partie des joliesses, si tu veux mon avis de la langue, mais Ouais. aussi des difficultés, que tu sois dyslexique ou allophone ou apprenant avec plus ou moins de Ouais. facilité. J'ai été prof de français, hein, donc je vous Ouais. prêche pas une convaincue, mais une vraie en collège, avec un CAPES, tout va bien. Et c'est vrai que je reconnais certaines difficultés à la langue française, dont la conjugaison. Pour autant, nous, on a des affres avec la conjugaison. On ne peut pas franchement dire que l'anglais, avec ses modalités et certaines expressions, soient toujours évidentes. Et si tu Ah bah non, vas l'anglais, dans des comme le langues français. statiques, l'expression temporelle n'est pas facile non plus. Donc, Bah, quand tu vas dans l'anglais, attends, non, je t'interromps juste pour ça, mais quand tu vois l'anglais, contrairement à l'allemand, tous les mots, ça se lit pas, ça se dit pas comme ça se lit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une symétrie entre comment c'est écrit et comment ça se prononce en anglais non ah plus. ben, si tu vas en plus là-dedans, tu rajoutes une couche. C'est-à-dire que là, on parlait de morphosyntaxe, c'est-à-dire de façon dont s'organise une phrase. Si en plus on va côté phonétique et qu'on cherche à faire un lien entre ce qui est lu et ce qui est réel, ce qui est lu par nos yeux et ce qui est réellement prononcé, on va pouvoir lire 2 minutes. Effectivement, le français peut être extraordinairement sympathique, c'est l'ironie, sur certaines segmentations en mots. C'est ce qui fait que D'accord. des enfants souffrent un peu quand au CP ils apprennent à lire et qu'il faut segmenter en mots. Des fois, tu as de très jolies choses qui apparaissent dans les copies de petits. J'ai eu une fois, c'est une des plus jolies copies que j'ai eues sur des tout petits qui apprennent à lire. L'enfant me racontait qu'il avait fait du vélo la veille. Et donc, fait, au lieu d'avoir un fait un peu ouvert, FAIT, j'ai Hum. eu un fait comme la fait du logis. Oh, c'est mignon. Oh, Et c'est je la cute. trouve tellement mignonne, cette erreur-là. Moi, je la trouve mignonne. J'ai réussi à la corriger. Tu mets une IA avec un modèle de langage.
il fait la tête, le système, parce que c'est pas tout à fait dans ses Eh ben, j'ai possibilités. une question. Il y a plein de choses comme ça qui sont délicates. Et J'ai pour une question revenir à pour ta toi. question, et après je réponds à la tienne, D'accord? oui, ça m'est utile, ce positionnement sur la langue. Je dis souvent que le français euh, pose en NLP, en traitement de la langue et du langage automatique, des soucis que ne posent pas d'autres langues. Tu Et viens de le bousiller ma fait de question. savoir va te permettre d'être moins mauvais dans tes outillages, dans tes apprentissages et dans la façon dont tu fais de lire. Tu viens de bousiller ma question, puisque c'est exactement ce que je voulais te poser. C'était l'impact des langues, par exemple, à performance égale, dans le domaine du NLP. Est-ce qu'on doit faire plus de calculs dans une langue que dans une autre, parce que la structure de la langue nécessite de renforcer son modèle plus pour justement ne pas se tromper, de désambiguiser les résultats possibles? C'est pas forcément une question de renforcement, des fois c'est une question d'apprentissage fait un peu différemment. Ah, La intéressant. notion de contexte, par exemple, est hyper importante. Un truc très très facile à comprendre. Hmm. Si je te cite le mot mouton, Ouais. tu vas avoir dans ta tête plusieurs images qui vont venir. Ça peut être la petite chose blanche sympathique qui gambade dans un champ. Ça peut être La pollution. un truc que tu manges et tu Ouais. vois le jumeau avant de voir l'animal. Ça peut être parce que tu n'as pas passé l'aspirateur dans ton bureau, je le vois, et non, je Hmm. plaisante. Et qu'il y a des moutons de poussière. Pour ceux qui font du cheval, c'est ce que tu mets sur le chanfrein du cheval, c'est-à-dire sur le nez du cheval, pour Ouais, mais l'empêcher d'avoir le peur. contexte, il n'est pas porté par la phrase. Est-ce que la En, phrase... en Ouais. soi, qu'est-ce que veut dire le contexte porté par la phrase? C'est-à-dire que typiquement, pour être basique et Bah, si je plutôt mange du grammaire et bouton, suite je de sais que mots, c'est pas l'animal vivant, sauf si je suis un cannibale bizarroïde. ouais, mais par exemple, en anglais, tu vas avoir trois mots différents. Donc, en anglais, si Ok. tu restes à l'aune du mot, eh ben, tu as désambiguisé ton truc et tu n'as plus de problème. Ce qui fait que les embeddings de mots étaient suffisants il y a quelques années pour des langues comme l'anglais. Par contre, le français, tu vas avoir besoin d'un contexte, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin d'un historique. C'est plus facile de désambiguiser si tu as un, deux et trois. En français, ça marche bien à trois. Les trigrammes, c'est bien désambiguisant Ah, pour du ça, français. c'est vachement Et intéressant. donc, Attends, ben, ton attends. embeddings de phrase, en français, il te sauve la vie. Ça, Là où en anglais, il n'était pas toujours nécessaire. ça veut Donc dire qu'en fait, aujourd'hui, pour on est à toi, parce que moi peu de j'avais la tendance à phrase. croire que si j'utilise le même algorithme, par exemple à l'époque où j'utilisais beaucoup de RNN, sur certaines langues, je devais augmenter mon dataset d'entraînement pour avoir un résultat équivalent. Ouais, mais des fois, t'as des effets comme ça et des impressions. J'entends beaucoup des data scientists me dire c'est pas grave, on va mettre plus de données dans l'apprentissage, ça va nous sauver les perspectives. Dans les modèles de langage non génératif sur lesquels je travaille pour de la reco de la parole, c'est pas parce que tu as un historique à 3 que tu vas être meilleur. Par contre, si tu as un historique à 2, tu vas être meilleur qu'à un tout seul. C'est-à-dire que tu as des moments où tu as l'impression que, mais en fait, c'est lié au fonctionnement de la langue. C'est pas lié tant au volume de données que tu as en entrée qu'à un fonctionnement intrinsèque de la langue. Et c'est vrai que le français a cette particularité par rapport à d'autres langues d'être très contextuel, de s'appuyer sur son historique euh, pour être parfaitement compréhensible, là où en anglais, tu as moins besoin de ça. Et ça veut Ça dire, pose... Oui, et ça veut vas-y. dire que ça a un impact sur l'architecture des solutions qu'on développe en IA, c'est-à-dire qu'on va combiner peut-être des algorithmes différents, avoir un Ouais, pré-processing différemment en fonction des langues. il faudrait. Tu vas te retrouver parfois avec des petites bêtises plus grandes en français parce que bah, quand même tous les LMM qu'on a aujourd'hui, même niveau LMM, ont été quand même pensés sur beaucoup d'anglais avec des données qui sont parfois mal traduites pardon, pour du français et donc tu te retrouves avec des soucis qui sont liés effectivement aux structures de la langue. Ceci étant dit, rien ne t'empêche toi, parce que tu es un data scientist malin ou que tu bosses avec une linguiste qui des fois te tape dessus en disant non, il faut plus de contexte, d'avoir une espèce d'intelligence de la langue qui te permet de travailler. Un exemple tout bête pour que vous l'ayez bien en tête, quand tu fais de la classification thématique. Donc on va même sortir de l'IA générative, on va revenir sur de l'IA plus ancienne avec des algorithmes de classification. Le but du jeu, ça va être par exemple de lier des articles de journaux avec une thématique. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est loisir? Est-ce que c'est rencontre? Est-ce que c'est programme télé? Et donc, tu vas avoir un corpus à noter, ou alors tu vas t'être débrouillé toi pour avoir fait de la clusterisation en amont, mais tu as un type d'article, un titre de thème. Et puis, tu fais apprendre ça à ton algo de classification, et généralement, les boîtes à outils qu'on utilise, elles vont elles vont travailler sur du mot ou sur du token. Très bien. D'accord. Si tu es un peu malin, tu dis, quand tu réapprends, bah, tu ne travailles pas à l'aune du token, tu prends un trigramme. Et puis, tu as mis une stop list en amont, parce qu'il y a des mots dont tu sais pertinemment
qu'ils sont là pour appuyer la structure grammaticale de ta phrase, mais qu'ils sont un peu vides de sens. Un exemple tout bête, Les si adverbes? salle de réunion, le de, bon, je Ah, l'aime bien en français parce que la grammairienne que je suis va te dire que les prépositions, c'est cool. Mais c'est vrai que sémantiquement, c'est pas le truc qui m'amène le plus de renseignements d'un point de vue lexical sémantique. alors c'est Et marrant donc, parce que il est dans ma stop list, le de. ouais. C'est Donc, je marrant parce que l'enlève. ça me fait penser à un truc. Alors j'ai tendance à diverger, à partir dans tous les sens, donc n'hésite pas à te moquer de moi et à recadrer. Mais en fait, quand j'avais fait mon programme de web scrapping de la presse française, l'un Ouais. des indicateurs que j'avais pris, c'était la détection d'adverbes. C'est-à-dire que pour moi, la surutilisation du conditionnel et l'adverbe avait un gros impact sur la valeur même du texte en termes d'interprétation. Mais c'était intuitif. Mais tu vas te fâcher avec les gens qui font du langage clair. Si tu regardes tous les storytellers qui envahissent LinkedIn aujourd'hui, tous Ah, ces ceux qui ont gens-là des vont titres à t'expliquer. rallonge, ceux qui sont experts machin, qui sont IA, blockchain, machin, ouais. Voilà, non, et puis tous ceux qui, je vais me faire taper sur les doigts, qui nous conseillent de mieux écrire en nous donnant un nombre de mots à respecter. Parce Ouais. que une phrase qui fait plus de X mots, c'est pas bien. Alors oui, il y a des grands principes à suivre, et souvent ces gens-là qui disent n'utilisez pas d'adverbes, au secours. Sauf que des fois les adverbes c'est très utile parce que les adverbes ça peut porter sur un adjectif, il court très vite, et Hum, puis là mon trait hum, modifie le hum. vite, mais ça peut être vraiment, il est très intelligent ce Jérôme Forquias, et le vraiment inaugural de ma phrase, il porte sur rien, il me dit moi dans ma phrase. Il dit que je dis quelque chose et que j'exprime une opinion. Donc, les adverbes, il y a les adverbes en ment, comme joliment, Ouais. grandement, et puis il y a des adverbes dits d'héritage, qu'on a hérité du latin ou de l'ancien français, et comme très, comme beaucoup, etc. Et donc, ces adverbes-là, ils n'ont pas tout à fait le même statut que les adverbes en ment, on les utilise pas exactement de la même façon. Donc, quand un storyteller ou quelqu'un de langage clair te dit, faut jamais mettre d'adverbe dans ta phrase, ben, ça dépend, ça dépasse. Et la linguiste que je suis te dit, ça dépend. T'en es où dans ton rapport à l'autre, dans ce que tu crées avec ton lecteur ou avec ton interlocuteur au téléphone. Et là, l'adverbe peut se justifier ou pas. Et typiquement, quand on fait du NLP, il y a parfois des adverbes qui nous aident et qu'on cherche à détecter, alors que d'autres passent davantage inaperçus. Donc tout ça, c'est aussi un calibrage, comme je le dis souvent, on va revenir sur des vieux trucs, mais Hum. de quoi tu as besoin? C'est quoi ton cas d'usage? C'est quoi tes utilisateurs finaux? Et Ouais, mais qu'est-ce que attends, tu peux faire attends. en sortie, Ça, quoi? je suis d'accord, mais ça, c'est la question que tout le monde se pose. La vraie question que moi, je me pose, c'est... parce que plus je discute avec toi, plus je me rends compte que... Enfin, ça me donne l'impression qu'en fait, mais j'ai déjà eu ça ailleurs, c'est qu'en fait, dans le monde du NLP et de l'IA générative ou pas, donc on s'en fout hein, de trucs, Hmm. en fait, est-ce qu'on ne fait pas... Parce qu'en fait, quand tu discutes avec des pros dans ce domaine-là, ils n'ont pas de connaissances en sémantique, textuelle, en linguistique. Moi, j'ai eu la chance d'échanger et faire même un petit travail avec un professeur au sale caractère qui massacre les gens sur LinkedIn que je nommerai pas. Je nommerai pas. Salut Marc. Mais est-ce que, en fait, dans ton travail, tu constates pas que cette carence est dommageable à la qualité des réalisations? Est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je l'ai vu en Si, mais c'est psycho. pour Alors, tu vends ta que... soupe forcément, donc c'est pas forcément. Mais moi, j'ai l'impression, honnêtement, que c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo avec toi. Quand je dis que l'IA, c'est la science du tout, c'est qu'en fait, on a besoin de gens comme toi, mais peut-être pas. Alors ça, c'est le directeur IA d'un groupe qui dit ça, mais peut-être pour des aspects plus framework ou gouvernance. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où on rate quelque chose dans le domaine du natural language processing parce qu'on confond l'outil et la compétence? Parce qu'on a des outils. Mais c'est Ouais. toute la problématique aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a aussi des positions dogmatiques qui vont être dommageables, comme dans tout, si tu veux. C'est-à-dire que l'informaticien qui va dire, ou data scientist qui va dire texte, image ou autre, je m'en fiche. De toute façon, c'est des data et je sais traiter algorithmiquement parlant. Ben, il va passer à côté de quelque chose. Tout comme le ou la linguiste un peu chiant qui va te dire oui, mais il y a ça comme exception. Et ça fonctionne pas exactement Ça comme n'existe ça. pas, les Donc, linguistes tu ne peux pas chiants. l'automatiser. Il va être Ouais. chiant comme la mort aussi. Donc, j'ai envie de te dire les positions. Alors, c'est peut-être aussi parce que, justement, en faisant cette thèse dans un laboratoire d'informatique et en continuant à travailler entre algorithmie, code et grammaire française, j'ai toujours été, pardonne-moi l'expression, assise le cul entre deux chaises et d'une souplesse rare donc, mais il me semble quand même que les Jean-Claude positions Van Damme. dogmatiques Ouais. sont super dommageables. C'est-à-dire que effectivement, c'est super intéressant d'embarquer dans des projets des sciences dites molles avec des éléments de sciences dites dures. Pour autant, il faut que tout le monde
soit dans l'expression de la quintessence de son domaine et de sa discipline, en essayant de comprendre celle du voisin. C'est-à-dire que moi, au labo, j'ai quand même essayé, et j'espère y être parvenue, de discuter avec mes collègues sur c'est quoi un modèle de langage, les bêtes serveurs, comment, pourquoi, comment se répartit les jobs, c'est quoi un langage de script versus comment je peux vous aider, de façon à ne pas être sur des, tu vois, sur des positions de domination où il n'y a que toi qui peux faire. C'est qu'à un moment donné, tu es quand même obligé de te dire comment il travaille en face pour que mon apport, mes compétences et ma vision du monde à travers mon domaine soient utiles à ce qu'on est en train de fabriquer. D'accord. Toi, dans ton expérience, parce que tu as quand même beaucoup bossé sur la partie IA, moi je t'avais rencontré virtuellement via une conférence avant de te contacter via LinkedIn à l'époque, hein. J'étais tombé sur une de tes conférences sur YouTube et j'avais bien apprécié ta présentation. Euh, Aujourd'hui, si on s'adresse à des informaticiens qui travaillent dans LLM, les RAG et tout ça, qu'est-ce qu'est-ce que tu aurais envie de leur inviter à apprendre? Quelles sont les connaissances qu'ils devraient acquérir un peu? En plus de travailler peut-être plus avec des linguistes, est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui seraient plus... alors moi j'étais brainwashé à tout ce qui est isotopie parce que ça me permet de faire plein de choses et c'est vraiment utile, mais c'est qu'une toute petite partie de la chose. Je me suis tapé à cause de mon tortureur préféré un bouquin sur tout ce qui est sémantique textuelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas des outils qui devraient, entre guillemets, être mis dans les mains des informaticiens pour qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent faire et pourquoi ils ont besoin des linguistes? En gros, des outils qui nous permettent d'avoir une meilleure critique de nos limites. Tu as plein de boîtes à outils qui peuvent être utilisées, y compris par les informaticiens. Tu vas avoir un besoin d'essayer de s'ouvrir un peu. Je parlais des stop lists tout à l'heure. On va reprendre cet exemple microscopique mais intéressant. Tu as des stop lists toutes faites dans certaines boîtes à outils. La boîte à outils NLTK a une stop list Ah, qu'il te classique. livre et que l'informaticien peut gentiment charger sur ses données sans aucun problème. Tu as des stop lists dans Scikit-learn. Tu as des choses qui sont faites pour toi. Hmm. Pour autant, là où il faut être un peu malin, c'est que par exemple dans ta stop list NLTK, tu as des passés simples. C'est cool, il y en a plus jamais dans nos données, donc tu t'en fous de les avoir dans la stop list parce que tu vas enlever des trucs qui de toute façon n'existent pas dans D'accord. tes données. Donc bon, l'importance du truc est quand même relative. En revanche, c'est pas coûteux pour un informaticien de faire une table de hachage ou un dictionnaire en Python et d'aller regarder les occurrences de ces données textuelles et de se dire tiens, il se passe des trucs et juste en termes de quantité, je vais constater que les 50 premiers mots, c'est des trucs qui reviennent tellement que je ne dois pas en avoir grand-chose à faire. Tout d'un coup, il y a un gap entre le 50e mot et le 51e. Ah ben tiens, mon 51e, ça doit commencer à être quelque chose qui est thématique du domaine Hmm. et qui est plus juste outil du domaine. Donc on Et est donc, bien, ça veut dire que les 50 premiers, je les colle dans ma stop list et basta cosy, alors, c'est fait. on est bien d'accord que donc avoir par exemple des algorithmes, que ce soit les techniques qui permettent de mieux comprendre le langage utilisé dans les données qu'on manipule, c'est une vraie valeur ajoutée. Ça apporte... Complètement. Ouais, complètement. J'en profite parce que j'ai un message pour mon chef. Chef adoré, tu vois que j'avais raison. Allez, vas-y, continue. Tu vas avoir deux choses importantes. C'est quoi la langue utilisée? Bon, ça, d'accord. Bon, Évidemment. Tu vas avoir des contextes d'interaction. Est-ce que c'est un jeu qui parle à un tu? ouais. Est-ce qu'on est dans un cadre dialogique ou est-ce qu'on est sur, je sais pas moi, du rapport technique d'incident? Hmm. Auquel cas, tu n'es pas dans une perspective dialogique, tu es plus dans une perspective un peu narrative, même si on est loin du roman de la plage, mais quand même. Et puis, en autre point intéressant, tu vas avoir le degré de terminologie de ta langue. Est-ce que dans les données textuelles que j'ai, je me retrouve avec des mots que tout le monde partage, Hmm. la bouchère, ma grand-mère, mon voisin, le garagiste, mon dentiste, etc. Ou est-ce que je suis dans du domaine métier parce que chacun de nos métiers, alors c'est généralement flagrant quand on dit le domaine médical, parce que quand tu es chez le dentiste et qu'il te parle d'inlay, de couronne, Hmm. de cellulite, parce qu'on peut avoir de la cellulite chez le dentiste, de dentifrice, bon bah tu te dis c'est du mot du vocabulaire ça. Alors il y en a certains que tu partages avec Je tes veux savoir. La cliniques. cellulite chez les dentistes, tu parles de la dentiste qui a de la cellulite ou tu parles des Non, dents? non, je ne suis pas désagréable. Tu iras voir un dentiste ou un stomato. La cellulite dentaire, c'est une inflammation de ta gencive. Ah, ok, je savais pas. On Je savais parle pas tout trop. couvert des. Voilà. Attends, Et tu attends, vois, attends, tu attends. vas te retrouver Attends, comme je ça traduis, je avec des traduis en mots de meilleure pratique. vocabulaire Ça, un peu drôles.
Pas forcément. Alors, des fois, tu as de la pure terminologie Ouais. métier, je sais pas, chez un garagiste, ou, qui n'est pas du tout partagée par autre chose dans la langue. Mm. Il y a pas de risque possible de confusion. En revanche, parfois, tu as des mots où il y a des risques possibles de confusion, et en Mm. fonction de ton domaine de spécialité, tu sais à quoi ça renvoie ou pas, du coup. Mais il faut quand même bien avoir en tête que la terminologie métier, même si ça paraît être un mot très vulgaire, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que les employés de banque entre eux ont une terminologie métier. Le DAB, c'est le distributeur automatique de billets. Et ben un DAB dans une phrase entre banquiers, ils le comprennent très bien. Si t'es pas versé dans le domaine, j'ai un papa qui est employé de banque et un grand-père qui est percepteur des impôts. Donc ça, je peux gérer ce vocabulaire-là. Mais voilà, si t'es pas versé dans le domaine, des fois ça te paraît bizarre. Et donc, tu te dis, mince, il doit me manquer des trucs. Alors, des fois, comme tu es un peu intelligent et que tu as envie de t'intéresser au domaine des gens, ben, d'une, tu leur poses la question. Et puis, de deux, des fois, contextuellement, ça devient un peu transparent. Donc, tu arrives. Attends. Moi, si j'essaie de comprendre ce que tu me dis, euh, l'un des trucs que je faisais en 2017, j'ai mis dans la vidéo que j'ai fait sur mon robot Paper à l'époque de Sopra, je Oui. comprenais le contexte pour changer le contexte de mon corpus. En fait, j'avais plein de petits corpus spécialisés et je sautais de l'un à l'autre. Aujourd'hui, avec les LLM ou les SLM, moi je suis un grand fan des SLM, je suis pas un fan du tout des RAG ni des LLM en général, mais ça tout le monde le sait. J'en utilise tous les jours, hein, mais je trouve que c'est très décevant, mais on va en parler après. En fait, tous ces mécanismes de compréhension du contexte, du vocabulaire, etc., ça permet d'améliorer des modèles aussi bien au niveau des assistants IA que de tout ce qu'on fait en LP. En fait, c'est Complètement. une étape qui est essentielle. C'est une vraie valeur ajoutée. Il y a une vraie valeur ajoutée et il y a une vraie possibilité de collaboration entre un linguiste et un informaticien. J'en suis ravi. Parce que tu peux demander à ton linguiste des éclairages sur le choix des données, sur des éléments de langage qu'il convient de travailler, sur des éléments grammaticaux qu'il serait intéressant de prendre en compte, etc., etc. Est-ce que j'ai une langue spontanée? Est-ce que j'ai une langue préparée? Quelle est ma typologie de locuteur? Est-ce que ce sont des allophones? Est-ce que ce sont des locuteurs natifs? Tu as plein de choses à voir comme ça où le linguiste peut t'amener des éléments de décision facilitée. Et puis, de l'autre côté, c'est quand même un bonheur d'avoir des informaticiens qui scriptent correctement et qui peuvent te sortir des exemples de data facilement. C'est pour ça aussi que je me suis mis, moi, à scripter. Mais je conçois que tous les linguistes n'en aient pas forcément envie. Et d'un coup, être dans une extraction de données un peu bien faite par un informaticien, retravailler, analyser ensemble avec le linguiste et qui d'un coup permettent en amont, sur des tips un peu malins et des méthodologies métiers, d'arriver à prendre des bonnes décisions pour apprendre et faire du machine learning et préparer tes algos, par exemple. Je vais traduire pour les informaticiens sur l'aspect clé. Si je t'ai invité, c'est parce que ce que tu dis, j'en suis totalement convaincu, que la différence entre les projets qui foirent et les projets qui réussissent, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est vraiment, je vais dire un gros mot, tant pis, merdique, mais négliger, croire que l'outil fait le métier, ça n'a jamais marché. C'est vrai Ah en oui, non. psychologie, c'est vrai en natural language processing. C'est-à-dire, c'est pas parce que qu'on sait qu'il y a un verbe, un mot, etc. Et si on ne prend pas ça en compte, à mon avis, on se plante. C'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que j'aimerais vraiment, y compris tant pis mes concurrents, comprennent ça. Parce que ça permet de livrer des projets qui marchent, bordel. Quand on voit Et le c'est nombre. mieux. Ah bah, C'est mieux, c'est quand même mieux parce que. c'est valorisant, et puis ça permet de creuser le truc sans que ça coûte une blinde. Moi, je l'ai trop souvent vu ces dernières années, eu égard à une possibilité technique et technologique liée au serveur et liée aux machines, Ouais, des excuses du type, c'est pas grave, on va rajouter des données, puis ça marchera mieux. ça a jamais marché. Non, t'es pas Non, prêt. ça marche pas. Ça va vous coûter une blinde, et ça va pas forcément être mieux, donc c'est un peu dommage. On est Euh, entièrement d'accord. Est-ce qu'il y a des domaines, moi par exemple je travaille actuellement sur du juridique, est-ce qu'il y a des domaines qui sont entre guillemets plus amusants à traiter quand on fait ton métier dans le domaine de l'IA? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont en gros plus simples, non, qui parce sont que très scopés? je suis très curieuse. Alors, d'un point de vue technique et méthodo, je vais te dire que plus le domaine est terminologique et particulier, tu as cité les juristes, Bah oui, mais on peut citer les médecins, plus c'est facile. dans certaines spécialités, parce qu'ils arrivent même encore entre eux à avoir des terminologies différentes. Tu as une terminologie différente chez les oncologues ou chez les stomatologues, tu vois. Ah, je savais Donc, pas. ça va être terminologique, mais c'est le cas dans le transport. Tu prends du transport collectif et une façon de gérer le transport collectif, va y avoir des mots de métier qui vont être Ouais, mais spécifiques enfin, à des il y a des transports. métiers qui sont plus faciles pour faire du NLP. Ça veut dire que quand tu es sur la pharmacologie, sur les trucs hyper précis, en général, il y Ouais, a moins plus tu es d'ambiguïté. précis et plus tu partages pas ton vocabulaire avec le commun des mortels, moins tu as de métaphores et plus tu es centré métier, plus d'un coup, ce que je disais tout à l'heure sur ta fenêtre de contexte va être réduit. Bah Parce oui. que un seul mot va dire ta ligne éditoriale et va dire qui tu es. Donc ça va être de plus en plus facile.
Après, ce qui est marrant aussi parfois, à l'inverse, dans des agents, tu parlais d'agents, on parle plus de chatbot maintenant, on va parler d'agents. Ce qui peut être sympathique, c'est justement ce côté différents utilisateurs, donc différents univers, différentes générations, et éventuellement des glissements de sens d'une génération à une autre, du spontané qui n'est pas le même, et c'est amusant de voir justement ces glissements en tant que linguiste. J'ai eu Donc, si ça. tu veux, J'ai eu ça. t'amuses partout. Il faut juste avoir conscience que quand c'est du très terminologique, tu peux y aller un peu fort de café sur tes réglages d'algo. Quand c'est plus large et du vocabulaire tout venant conversationnel, plus tu es obligé d'avoir un tout petit peu de finesse, d'historique et de travail autour de qui est-ce que j'ai en face et pour qui je travaille. J'ai eu ça sur les glissements de compréhension, c'est sur le mot médiocre. Je fais partie des gens qui pensent que médiocre, ça veut dire moyen. C'est bon. Moyen, ouais. Voilà. Mais sauf que médiocre aujourd'hui, c'est devenu mauvais. Nul, voire nul, Voilà. carrément. Et donc moi je dis mais non, les LLM sont médiocres. Il me dit mais c'est pas nul. Je fais non, je veux dire moyen. Et j'ai eu ça. Donc il m'explique non, 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 désolé. Alors après je me suis gouré un autre truc. J'ai dit billion au lieu de dire milliard parce que dans ma vie aussi bien privée que professionnelle, c'est un mélange de trois langues. Donc c'est un vrai foutoir dans ma tête. Mais c'est amusant. Je voudrais qu'on attaque le sujet qui sont les LLM et que tu me fasses un peu ton feedback sur entre guillemets. Pour moi, je dis de là où je pars. Comme ça, c'est drôle parce que je suis totalement mégalo et si on parle pas de moi, j'ai l'impression d'être absent. Mais c'est tellement vrai ou pas, je sais pas. Non, plus sérieusement, en fait, le problème des LLM, c'est que j'ai un rapport extrêmement ambigu aux LLM. C'est-à-dire que je pense que dans l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est un milestone, c'est vraiment une étape clé. Mais pour autant, je pense qu'ils annoncent plein de choses, mais qu'ils ont été qu'un pivot. C'est-à-dire qu'en gros, ça a été un événement historique là, qui nous pose des questions, parce que c'est la première fois, Cédric Villani l'avait dit d'ailleurs dans une interview une fois, c'est la première fois qu'on a quelque chose que la théorie n'explique pas complètement. Que tu prennes Emily Blender ou d'autres, on est quand même sur quelque chose que moi je trouve particulièrement surprenant. Et pour Alors, autant, intellectuellement, il m'énerve. Je suis moins surprise que toi, eu égard à mon historique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous ai raconté qu'en introduction, des modèles de langage sur de la reconnaissance de la parole, par exemple, c'est-à-dire du sous-titrage, pour aller vite, il y en a des modèles de langage. Il y en a un, voire plusieurs, mais ce sont des petits modèles de langage non génératifs. Donc, à partir du moment où tu sais qu'un modèle de langage, même non génératif, existe, quand les LLM arrivent, tu te dis waouh, c'est cool, mais c'est la continuité des Transformers. Tu as eu les LSTM, tu as les Transformers, et comment tu continues tout ça. Donc j'ai eu en novembre 2022 un côté peut-être moins waouh, c'est le monde qui me tombe sur la tête que d'autres, à cause de mon passé à moi. Je pense que ce que tu dis est vachement intéressant et très révélateur. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens de ma génération en IA, on était toujours à la recherche des algorithmes les plus complexes. Les Transformers, c'était intéressant, mais l'approche où on utilise finalement un algorithme qui est assez simple, les Transformers, c'est pas très compliqué, mais gavé à la quantité de data, c'était presque considéré comme une insulte méthodologique d'un point de vue création en IA. Et oui, mais c'est justement parce qu'on cherche à capter un truc que la linguiste que je suis accepte de refuser de capter, c'est la sémantique. C'est-à-dire que je fais de la morphosyntaxe et du lexique, mais encore une fois, un LLM ne comprend rien, n'infuse pas une sémantique. Il prend pour moi une photo d'un état de la langue par une communauté. Mais est-ce que ça dit pas quelque chose sur notre manière même de penser, pas que de construire la langue? Est-ce qu'on n'est pas à la frontière de quelque chose qui nous dépasse d'un point de vue, y compris pour les linguistes? C'est-à-dire que le fait que les LLM soient aussi efficaces, est-ce que c'est finalement rationnel? Oui, mais tu as un truc d'efficacité qu'on n'explique pas assez, et c'est pas à toi que je vais te l'expliquer, mais ça vaut quand même le coup de le souligner. Un chat GPT, un Gemini machin, un DeepSeek truc, je vais te faire toute la liste, un Mistral chat, Panthère, un chocolatine. Parlons de chocolatine, on n'en parle pas assez, je trouve ça dommage. D'accord, en plus j'ai faim. Et ça n'a rien à voir avec les pains au chocolat, et pardon pour ceux qui ont faim, mais un chocolatine par exemple, ça n'est, ou un Vigogne, j'aimais bien Vigogne au départ, même s'il est un peu dépassé maintenant. Toutes ces machineries-là, c'est un LMM et un instruct GPT ou une machinerie qui te permet d'aller taper dans le LMM. C'est-à-dire que on a quand même un peu tendance aujourd'hui à confondre ChatGPT et les LLM et à les mettre sur les mêmes plans. Alors que concrètement, ChatGPT est constitué de LMM, mais pas que. Non, ça, je suis d'accord. La machinerie autour du prompting qui te permet d'aller taper dans le LMM. Moi, le LMM, c'est aussi
un espèce de classeur de Polaroid qui te génère des éléments. Mais voilà, la fonction première des LMM, ça a été le résumé de texte. Non, mais je suis, là, Revenons des trucs bêtes, non, mais quoi. là, ça, je suis d'accord avec toi, mais je peux pas m'empêcher qu'il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que l'LLM, euh, pour les informaticiens, il y a quelque chose, parce que moi, j'avais lu l'article d'Emily Blender et tous ces machins là sur le stochastic parrot, etc. Mais pour moi, je pense qu'elle se trompe. Ça veut dire qu'au début, j'étais fan d'Emily Blender. Je pense qu'il y a autre chose que le stochastic parrot, le perroquet stochastique, pour ceux qui connaissent pas l'anglais. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que les LLM nous montrent quelque chose de la construction de la pensée qu'on n'avait pas du tout anticipé. J'arrive pas, moi, enfin, je suis pas, je suis moyen, je suis un bébé, moi. Mais j'arrive pas à palper pourquoi les LLM sont aussi efficaces. C'est-à-dire, est-ce que la pensée est aussi probabilistique que ça? Qu'est-ce que ça nous dit sur Mais notre en fait, intelligence? t'es profondément. Il faut aussi remettre ça en situation d'interaction et de dialogue. C'est-à-dire que et excuse-moi de te le dire, Jérôme, mais pas que toi et à peu près tout le monde, on peut être rondement chiant parfois. C'est-à-dire que à chaque fois que tu écris quelque chose ou à chaque fois que tu prends la parole, t'es pas fondamentalement Chateaubriand sur son rocher, quoi. Et c'est pas que de la littérature. C'est quelque chose qui veut que, d'un point de vue communication, Mhm. quand un jeu parle à un tu, des fois, c'est simplement pour le but qu'il souhaite obtenir. C'est-à-dire qu'effectivement, là, j'entends mon cher et tendre préparer à manger. Tout à l'heure, je vais rentrer dans la cuisine et je vais lui dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Pardon de ne pas être d'une originalité grave et dingue quand je dis cette phrase. Ce qui fait que ton LMM, il va être facile là-dessus parce qu'il est profondément coalescent. C'est-à-dire que effectivement, tu as deux mots, tu sais le troisième, quoi. Si je te dis le pommier est un arbre qui produit des, il y a de grandes chances que tout le monde me réponde des pommes. Après, tu as Éluard qui nous fait la terre est bleue comme une orange. Eh ben, on est sur autre chose. Et pourquoi on est sur autre chose? Parce que parfois, le but communicatif ou communicationnel, je ne sais jamais ce qu'on doit dire, bref, la raison pour laquelle je rentre en situation de dialogue avec un tu n'est pas que savoir le prix, ce qu'on mange ce soir, mais c'est le draguer, c'est faire en sorte de le persuader de venir avec moi quelque part, c'est le faire en sorte de X, Z, W. Bref, tu es dans des situations où tu as aussi un autre but et où tu te présentes toi sous ton meilleur jour ou sous ton plus mauvais si tu veux être absolument affreux. Et d'un coup, là, tu deviens moins coalescent, moins probabiliste. Mais il y a quand même tout un tas de configurations tous les jours. Quand tu écris ou quand tu écris un mail, c'est quand même pour être compris par le voisin d'en face, pour déclarer tes impôts, pour etc., etc. Et donc là, on n'est pas d'une originalité folle. Et d'un coup, le LMM, il fait son taf. Ça roule. Alors, juste une petite remarque, il faut lire absolument Mémoire d'outre-tombe, ça reste cultissime. C'est D'accord. pas une blague. Chateaubriand, moi j'ai visité son château là où il était enfant, ça vaut vraiment le coup. C'est un Non, très mais bon je veux livre. bien. Voilà. Mais ça, Comparé c'est un petit littérature, écart j'ai plus de littérature. mal avec Victor Hugo qu'avec Chateaubriand, donc si tu veux. On est d'accord, et je pense peut-être pour les mêmes raisons. Victor Hugo, on va dire plus ambigu comme Non, mais personnage. Victor Hugo, allez lire le théâtre et les poèmes. Moi, je m'endors sur Les Misérables et il y a plein de profs de français qui vont me tomber sur la tête, mais c'est pas grave. Je Vraiment, je. rassure, j'ai vérifié, il n'y a aucun prof de français qui regarde ma chaîne YouTube. Personne. Mais personne. On n'est pas à l'abri d'eux. Oh, Attention. un accident. Alors, si vous êtes prof de français, Je l'ai désolé. été, je vais t'envoyer des collègues. Ouais, t'es vache avec moi. Bon, alors plus sérieusement, moi je voudrais. Pour toi, l'arrivée des LLM, est-ce que ça a changé ton travail? Ça a été quoi l'impact? Ou est-ce que finalement ça a été neutre? J'ai posé la question à Non, ça Thomas. peut pas Bon, être il m'a neutre. dit. Ouais? Alors vas-y, Non, Steph. ça peut pas être neutre. Soyons clairs, ça peut pas être neutre. Déjà pour remettre un peu de contexte auprès des gens, c'est-à-dire que après avoir passé ma thèse et avoir été ingénieur de recherche au labo, j'ai suivi quelques collègues dans différentes startups. Je me suis ennuyée comme un rat mort et je suis venue poursuivre mon conjoint et j'ai monté ma boîte avec des axes qui sont à la fois gestion de data Ouais. et tout ce qu'on peut faire avec des données textuelles. Je fais pas d'image, moi je suis plutôt du texte et de la parole. Et Parfait, puis parfait. toute cette partie vocale. Ouais. Je suis une nana causeuse aussi beaucoup. Donc, Non. et, si, admettons-le. Et donc, tout ce qui est vocal m'intéresse. Donc, système de reconnaissance de la parole, c'est mon kiff, c'est mon cœur de métier, puis c'est ma tasse de thé. Donc, j'avais ces deux éléments-là un peu forts, plus de la gestion de projet, sur de la synthèse, sur de la reco, sur de la trad, avant ChatGPT. Et puis,
évidemment un peu de chatbot. Et puis ChatGPT est arrivé. J'ai assez vite dit, je suis assez fière de moi là-dessus, attention, tout le monde dit chatbot, mais est-ce que vraiment ChatGPT c'est un chatbot ou est-ce que c'est le LLM qui va être intéressant? Donc, je suis contente parce qu'effectivement aujourd'hui Je on confirme, n'est pas tu l'as dit. dans ce Même sur truc-là, LinkedIn, tu l'as dit. n'est-ce pas? Oui, oui. Et évidemment, c'est pas parce que j'ai dit ça que je me suis pas intéressée et aux techno et à la façon dont ça vivait cette Mm. affaire-là. Et aujourd'hui, évidemment, je travaille autour et avec des LMM et je suis la première à dire et à regretter parfois euh, dans certains projets qu'on choisisse arbitrairement et péremptoirement pour des raisons de cocorico, pour des raisons de j'aime bien, pour des raisons de on est habitué, pour des raisons de au fait j'ai vu machin qui m'en a parlé, qu'on choisisse un LMM ou un type de LMM, qu'on se dise moi je suis pro machin, moi je suis pro truc. Ou pire, qu'on se base sur certains benchmarks qui, à moi, sont selon moi discutables. Ouais, voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien et ce que je fais avec certains clients, et je les en remercie, c'est d'avoir un Open Web UI et d'utiliser différents LMM en promptant de la même façon, différemment, avec des températures différentes, enfin, en faisant mon job aussi un peu de linguiste, et donc en ayant un espèce de tableau qui devient croisé dynamique au bout d'un moment, Mm. de tiens, quand j'utilise ce LMM-là sur ce cas d'usage avec ce type de prompt-là, eh ben, j'aime bien la réponse si c'est pas trop Ouais, mais halluciné attends, attends, pour moi, attends. etc. Tu vois? Moi, j'en ai testé plein et je vois des usages différents. C'est-à-dire que, par exemple, j'utilise un LLM, OpenAI, que je trouve extrêmement efficace dès qu'il s'agit de faire de la sémantique. C'est-à-dire, dès que tu veux demander, créer des prompts qui vont faire de l'analyse sémantique, je trouve que OpenAI marche vachement mieux que beaucoup d'autres, mais que beaucoup, beaucoup d'autres. Moi, par exemple, j'utilise pour produire des fichiers JSON que je réintègre. Mais par contre, les données que je génère pour renforcer d'autres algorithmes, parce que dans mes solutions, je combine toujours plusieurs algorithmes. J'ai jamais que les LLM. Je fais toujours du cache, je fais toujours de l'IA symbolique connecté avec. Je mélange du old school et machin. Et franchement, même si je gueule souvent sur les réseaux, sur les LLM et sur OpenAI, sur ces aspects-là, c'est vachement bon. Après, j'ai des préférences moi aussi. Par contre, ce que je fais, c'est que je les expérimente par langue. Par exemple, j'ai trouvé que Mistral, la version small, la dernière, en Ouais. français, était vachement bien. J'étais étonné. Moi, C'est je l'aime bien, mais je le trouve toujours un peu verbeux. Ça, c'est mon côté linguiste, je le trouve verbeux. intéressant. Pourquoi? Parce que oui, ouais, je vois ce que tu veux dire maintenant. Ouais, il y a pire. Hein. J'ai l'impression de voir mes quatrièmes qui me disaient, Madame, j'aurais écrit quatre copies doubles, est-ce que je vais avoir une bonne note? Oui, bon, ça dépend ce qu'il y a dedans, hein, c'est toujours pareil. C'est pas parce que tu as mis, Il y a pas pire. parce que tu délayes ton contenu qu'il est forcément. Est-ce que tu as essayé le DeepSeek et comment dire son truc Think? Comment il résonne, tu sais, dans le DeepSeek? Ouais, ouais, ouais. C'est culte. Moi, Ouais, il c'est y a une des trucs pipelette. hyper C'est un bluffants, DeepSeek mais City. c'est toujours en lien avec ton cas d'usage. C'est-à-dire que, Ouais. quand même, si on résume, grand 1, les LMM, tu as une fonction de LMM qui est j'ai un contenu dont je suis l'auteur, dont je connais l'auteur et que je voudrais amender, c'est-à-dire que j'ai envie de le résumer, j'ai envie qu'il soit plus joli stylistiquement, plus percutant, plus drôle, plus quelque chose. Ou alors j'ai des envies stylistiques et orthographiques, grammaticales particulières. Ça, c'est la fonction de base d'un LMM, c'est-à-dire que j'ai un contenu dont je crois en la validité intellectuelle et sémantique et je cherche à l'amender. Deuxième version qu'on voit de plus en plus et sur lesquelles il faut quand même être sacrément malin sur ton RAG, où il faut un peu réfléchir à tes données, où là les biais éthiques entrent aussi en ligne de compte, c'est j'ai une masse de données que je considère potentiellement intéressante autour d'un appel d'offres par exemple, et je cherche à produire un contenu nouveau. C'est-à-dire que je ne suis pas l'auteur 1, j'ai toute une masse de trucs, et cette masse de trucs, je veux que ça fasse un contenu pertinent et efficace. On a déjà là, hein, on a senti le glissement un peu sémantique et intellectuel, que quand même on est sur de la production du nouveau à partir d'une base qu'on considère valable, mais pour lequel on peut quand même avoir des doutes, parce qu'on n'est pas l'auteur ou on ne connaît pas la masse des auteurs. Et puis, cherry on the cake, on peut rajouter du vocal à ça. Moi, j'avoue que ça me fait rire. Bon, alors, quand je donne des séances d'acculturation, je ne rigole pas et je les explique, mais je vois beaucoup de gens qui me disent ChatGPT ou Gemini ou autre est mauvais dans mes comptes rendus audio. Il faut bien avoir en tête, et je vais le répéter histoire que ça rentre quand même dans nos neurones à nous, que quand tu fais
un compte rendu d'une réunion à partir, par exemple, de cet enregistrement sur lequel nous sommes, Jérôme, ou de tout autre contenu audio, et ben avant même ton LMM, tu as un système de recours de la parole. Mhm. On a beaucoup Whisper en ce moment, mais on peut en avoir d'autres, qui transcrit et qui sort de l'audio un texte qu'il va donner au LMM. Sauf que si ce texte-là comporte des erreurs, des mots hors vocabulaire, des hallucinations et des bégaiements, eh ben, tout l'enjeu derrière, ça va être de faire un résumé qui n'est pas trop pourri eu égard à ton audio Ouais, de toute d'entrée. façon, moi, c'est un usage que je trouve un peu critique. Je me rappelle d'un Français qui m'avait contacté à l'époque quand j'étais chez Sopra et qui voulait nous proposer ça. Je lui dis, mais tu sais qu'en Belgique, les réunions, dans la même réunion, les gens parlent plusieurs langues parce que l'usage, par exemple, dans les banques en Belgique, c'est chacun parle sa langue nationale, sa langue native. Ça doit être chouette. Ah, c'est un sacré bordel. Et parfois, on rajoute de l'anglais. Et parfois, dans la même phrase, tu vas dire, non, c'est vraiment trop dur, je suis peut-être un stuffer. Un stuffer en néerlandais, ça veut dire pochette ou prétentieux. Et tu vas. Donc, je dis, le jour où j'ai une application IA qui sait transcrire une réunion dans une banque à Bruxelles, là, je dis que l'IA fait un grand progrès. Mais bon. Tu peux faire du multilingue, hein. Après, il y a des choses à voir, mais tu peux faire du multilingue sur Django. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Ouais, Parce qu'on arrive vers la fin et je voudrais que les gens profitent de ton talent, de ta brillance intellectuelle. Tu m'as fait un compliment tout à l'heure, je te le retourne. c'est Euh, chaud. en termes de prompting, hein, même si je Ouais. déteste les prompt engineers, bon passons. En termes de prompting, la linguiste, qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont les conseils qu'aurait une linguiste pour améliorer ses prompts? C'est drôle parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, Bah pas oui. forcément en tant que linguiste, hein, mais qu'on me pose beaucoup et j'ai souvent une réponse un peu à rebours. Les gens s'attendent à ce que je donne une méthodologie du prompt avec en grand 1, caler le persona comme il faut, en grand 2, caler les objectifs du document et le formalisme du document de sortie. Tout ça, c'est vrai, enfin, c'est pas faux. Toutefois, deux choses à avoir en tête. D'une part, par pitié, essayez sur plusieurs et les mêmes, parce qu'on ne prompte pas exactement de la même façon sur tous les outils différents. Ouais. Donc, arrêtez de croire qu'il y a un prompt qui va marcher pour tout, parce que c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Deuxièmement, quand vous promptez, soyez chirurgicaux. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Donc, plutôt que de délayer votre truc jusqu'à ce que mort s'en suive, eh ben, dites-lui ce que vous voulez de manière chirurgicale, précise. C'est vous l'expert. Et donc, calez votre expertise de manière brute et abrupte dans votre prompt. Et c'est encore comme ça que ça fonctionnera le mieux. Je suis complètement d'accord. Dernier élément peut-être pour aider, j'adore, parce que c'est quand même un truc intelligent, c'est-à-dire que quand tu veux en sortie un document de cadrage, tu veux un document de cadrage, tu veux un exemple précis, tu veux, je sais pas moi, un tableau avec tel et tel élément. Donc il y a quand même des choses sur le formalisme de la sortie que tu lui donnes en prompt, de Mm. façon à être un peu bon. Arrêtez de dire à ChatGPT ou aux autres le nombre de mots que vous voulez en sortie. Parce que si le mot était une réalité pour les LMM, on le saurait. Donc, comme ils ne savent Intéressant. pas compter et qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un mot, ça ne va pas leur dire grand-chose de leur dire tiens, fais-moi un résumé en 150 mots. Ah, ça veut Rapport dire à qu'il la faut notion quoi? de mot, Il c'est pas énorme. faut devenir, fais-moi un petit résumé et puis après tu négocies. Je voudrais ça un peu plus petit, un peu Ben, plus t'as grand. cette C'est une logique. négociation? Ouais, bah, cette logique-là, la négociation, c'est quand même toi, le gars du GIGN, hein, c'est toi qui négocie, c'est pas lui. Euh, D'accord. Souvenons-nous déjà de qui on est, de ce qu'on demande, et faisons-nous confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une base de connaissances qui a éventuellement quelques possibilités d'interaction, mais c'est toi le chef. Donc sois chirurgical et souviens-toi de ce que tu veux. Et donne des ordres. C'est le prompt, c'est une consigne, disent nos amis québécois. La consigne, c'est injonctif. Hmm. Et donc, ça veut dire, purée, donne tes ordres, quoi. Mets-toi à la place du prof que tu as toujours rêvé d'être et donne tes ordres. Je suis totalement d'accord. Et la consigne, c'est une des clés en cybernétique en IA. Donc dès qu'on me dit le mot consigne, moi je suis content. Euh, une chose, très bien. On arrive au bout de cet entretien. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des bouquins qui seraient intéressants à lire par des informaticiens qui font du NLP et qui voudraient être un petit peu plus initiés à la linguistique ou à la sémantique textuelle? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu estimes intéressantes à lire? Alors, moi, c'est pas forcément. Alors, c'est digeste et c'est amusant, mais c'est pas en lien avec de la linguistique computationnelle, mais c'est hyper intéressant. C'est la théorie des faces d'Erwin Goffman, parce que ça te replonge dans ce jeu qui parle à un tu
et de tout ce qu'on y met, de ce qu'on n'y met pas, ou de ce qu'on veut bien y mettre, et ça te permet de mieux comprendre ce que c'est qu'une interaction. Donc tous les informaticiens qui vont être obligés de plancher sur ces notions d'agent, sur ces notions de dialogue, sur ces notions d'interaction, est-ce que à chaque fois qu'on parle, on dit tout ou pas forcément tout, et les sous-entendus, et les territoires partagés, et les significations partagées, c'est hyper intéressant. Erwin Goffman, la théorie des faces. Sinon, de manière plus facile et prime sautière, la consultation des dictionnaires pour avoir du vocabulaire, c'est intéressant. Le Robert a sorti la semaine dernière les nouveaux mots qui étaient rentrés. C'est Juste toujours un truc. intéressant de voir quels sont les nouveaux mots. Les jeunes, le mot prime sautier, ça veut dire un peu joyeux, machin, etc. Vous voyez ça? C'est pas une Mais sautière qui justement, saute laissez-les comme ça, hein. chercher. Écoute, Voilà. jeune et vieux, on a le droit de pas connaître comme signification. Et un peu moi, je faisais beaucoup de blagues avec le mot prime sautière, parce que je trouvais ça mignon, prime sautière. Ça a un côté, t'imagines un fétou Il a un qui côté très Ouais, ouais, petit abri dans la campagne, c'est très printanier, ça exactement. c'est sympathique. Ok, une dernière chose. Bon, toi, c'est ton activité professionnelle, tu es indépendant. On doit faire appel à toi. Pourquoi? C'est en gros, si j'ai des gens qui sont potentiellement des clients pour toi, Alors, c'est quoi de la déjà? pure tech en vocal, donc reconnaissance de la parole, diverses et variées, au téléphone par exemple. Ça, c'est pour la grosse casquette tech. Tout ce qui est LMM, Pipe, Open Web UI, comparaison de LMM, n'hésitez pas. Et puis aussi, parce que j'aime beaucoup ça et que je prends un grand plaisir à le faire, tout ce qui est séance d'acculturation. Je m'amuse beaucoup, quel que soit le public, et j'ai quelques nouvelles séances sur de l'acculturation, mais vraiment en privé, en catimini, mais en joliesse du catimini. Vous êtes investisseur et puis vous avez envie d'investir dans l'IA générative, mais d'une part, vous en avez marre des briefs qui sont faits par ChatGPT, et d'autre part, vous avez peur de poser une question con et donc de passer pour un andouille. Eh bien, appelez-moi, je vous explique ce que c'est que l'IA, je vous explique ce que c'est qu'une data, je vous explique ce que c'est que l'IA générative dans tout ce paysage-là, et comme ça, vous pouvez derrière briller en société et investir vos fonds, ce qui plaira aux startups aussi. Et vraiment, si vous avez des soucis de grammaire, n'hésitez pas, j'ai été prof de français, j'adore expliquer la grammaire. Et souvent, comme on l'a vu pendant cette interview, ça sauve de bien des problèmes de retourner à la grammaire un petit peu. Donc Je suis voilà. assez d'accord avec toi. Et moi, je vous recommande, même si pour moi ça reste un ovni surréaliste, de suivre Carole, y compris pour sa lettre du script. C'est ça, le script, Ouais. qui est un truc. Une fois sur deux, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ça, et donc au début, je Je pensais l'ai dit, qu'il y avait une énigme cachée. Et en fait, pas du tout. Et c'est un non, truc. non, non. Et puis vraiment, l'idée, c'est, il n'y a pas de code secret à comprendre. C'est pas un roman à clé, quoi. Hmm. Il y a des choses où je m'amuse. Si vous les avez en même temps que moi, parce que vous avez le même paysage cognitif à ce moment-là, tant mieux. Sinon, ça se lit aussi sans forcément tout remarquer. Ce que je fais aussi maintenant, c'est une newsletter sur Venise parce que je suis tombée amoureuse de cette ville et donc je m'amuse beaucoup à écrire sur cette ville. Dans tous les cas, je vous conseille de suivre Carole. Et si vous avez des besoins professionnels, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez trouver aussi, en fouillant un peu sur YouTube, une conférence ou deux. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si je la retrouve en commentaire. Alors, Carole, Avant le Covid, c'est ouais, dire. ouais. Ouais, ça va, là, on va faire la phase où on dit au revoir à tout le monde, mais je te garde encore après pour deux ou trois trucs, D'accord. ok? Donc c'est tout. Mais c'est pas que je veux plus en faire de conférences. Elles sont vieilles parce que post-Covid, il y a moins d'événements et les événements sont moins filmés. Je donne encore parfois des confs, mais elles sont plus filmées. C'est pas que je ne veux pas être filmée, hein, vous aurez le droit de me filmer si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais elles sont de moins en moins filmées, de moins en moins en public. Tu sais que c'est Les confs, vrai. c'est Alors, dommage. quoique ça repart un peu, parce que moi avant je faisais des interventions dans des écoles. Là on m'a proposé aller en Suisse, oui, à Neuchâtel, oui, une université de droit où je vais faire un blabla avec une amie à moi qui est PhD dans le domaine de la théorie du droit. On a travaillé un peu ensemble et puis là on a enfin l'occasion de finaliser quelque chose pour se marrer. Enfin, c'est pas pour se marrer. On va embêter un théoricien du droit allemand, donc faire chier les Allemands, c'est toujours Génial. agréable. C'est toujours agréable. Et donc voilà, je voulais vraiment te remercier. Je vous remercie à tous. Vous pouvez poser des questions. Bah, Carole, je te laisse le dernier mot pour dire au revoir à tout le monde. Et puis Et voilà. bien, justement, puisqu'on parle de questions et que c'est mon sujet de thèse, ayez vraiment tous en tête qu'il n'y a jamais de questions idiotes, il n'y a que des réponses bêtes. Donc, Jérôme et moi, on prend les risques de la réponse. Donc, posez vos questions. Voilà. Donc pour l'intelligence, ça sera elle. Pour la bêtise, ça sera moi. Allez, ciao à tous. D'accord. Salut.